Ça, c'était ma Lamborghini Gallardo que j'ai accidentée. Dans la dernière vidéo, nous avons constaté de sérieux dégâts au niveau du cadre, qu'il va falloir trouver un moyen de réparer. Les dégâts étaient si importants que nous avons dû pratiquement démonter la voiture jusqu'à sa coque. Plus nous en enlevons, plus nous trouvons de dégâts. On a trouvé des dommages au niveau du châssis à l'arrière. Je pense que nous devrions remplacer tout cela. De sérieux dégâts au niveau du châssis à l'avant de la voiture, il va falloir qu'on en enlève encore plus. Et même les dégâts au niveau du collecteur d'échappement, ce qui nous a obligés à retirer le moteur complet. Il est sorti. Ouais! Maintenant, comme le châssis de cette voiture est en aluminium, qui se plie et se tord facilement, nous n'avons aucune idée de combien ce châssis a réellement bougé. Donc même si j'achetais toutes les pièces du cadre séparément, nous ne serions pas sûrs de les souder au bon endroit. J'avais donc un sérieux problème auquel il fallait trouver une solution. Voici le châssis. J'ai acheté une Lambo pour réparer une Lambo, mais celle-ci est un cabriolet. Sans moteur, sans panneau, ni rien. C'est un nouveau cadre. J'ai acheté un châssis d'occasion tout neuf. Je pense que ce sera la meilleure façon de réparer ma Gallardo, même si je ne peux pas tout transférer de ma Gallardo sur ce châssis parce que c'est un cabriolet. À la place, nous pouvons prendre des mesures sur ce châssis pour nous assurer que ma Gallardo est bien droite, puis nous pouvons commencer à découper les pièces dont nous avons besoin pour l'adapter à ma Gallardo. Mais pour être sûr que ce travail soit fait correctement, j'ai fait venir les gars de l'atelier d'usinage. Avec une voiture aussi puissante, je ne prends aucun risque. Ce qu'ils ont fait ici, c'est un gabarit personnalisé pour s'aligner sur le nouveau châssis. Et ensuite, ils vont couper les pièces du nouveau châssis pour les mettre sur le mien. Toute l'armature de la Gallardo est en aluminium, ce qui signifie que nous devons la souder au TIG. C'est quelque chose que je n'ai pas encore appris à faire. Maintenant, les gars boulonnent le gabarit qu'ils ont fabriqué sur ma Gallardo. En faisant cela, ils peuvent s'assurer qu'ils placent la barre exactement au même endroit que celui où elle a été enlevée. Ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons laissé plus de matériel. Pour être sûr de la position où elle va aller, on en enlèvera lentement jusqu'à ce que les points soient tous alignés. Et c'est aux gars qui savent souder de le faire. Le gabarit étant en place, ils peuvent maintenant y boulonner cette partie du cadre. Et c'est parti pour les soudeurs. Le soudage TIG demande beaucoup de compétences. Et quand c'est sur quelque chose comme une supercar de 1000 chevaux, je voulais être sûr que ce truc était au point. Et vous pouvez déjà voir grâce aux soudures ici à quel point ces gars-là sont bons. Tu n'es pas satisfait des soudures de Lamborghini, n'est-ce pas ? Je pense juste que c'est un peu manqué d'attention aux détails. On peut voir ici cette section par exemple. Ils se sont bien débrouillés ici, mais ils se sont moins impliqués en descendant vers le bas. Peut-être mieux que ceux de Lamborghini eux-mêmes. Cette barre qu'ils remplacent s'est en fait cassée au niveau des soudures. Ce qui prouve que les soudures d'usine n'étaient peut-être pas aussi solides que Lamborghini le pensait. On retire ces supports d'ici. On leur donne une nouvelle jeunesse et ensuite on va les remettre. On a trouvé beaucoup d'autres choses qui ont été cassées, que vous ne voyez pas vraiment à première vue, mais ces petits bouts auraient maintenu l'accumulation. Donc on est très content d'avoir trouvé ce châssis d'origine. La première partie sera terminée aujourd'hui, et le gros morceau ce sont les extrémités avant. Cette partie inférieure du châssis s'est pliée vers l'intérieur. Et comme l'aluminium est très souple, nous allons le replier. Bob a expliqué que l'aluminium se plie mieux à 400 degrés, et que la scie brûle à 400 degrés. Donc Bob commence par appliquer de la suie sur l'aluminium. Lorsque cette suie brûle, nous savons qu'on est prêt à plier le matériau. C'est une façon très intelligente de faire les choses. Quelque chose que l'on acquiert avec des années d'expérience. Bob brûle maintenant la suie, et une fois que toute la suie a disparu, nous savons que nous sommes environ à 400 degrés. Ensuite, il peut manipuler et plier l'aluminium pour qu'il soit prêt à ressouder le support qui maintient également une partie du plateau inférieur et le pare-choc arrière. Une fois qu'il aura été meulé sur le nouveau châssis, il pourra être soudé sur le mien. Encore un travail impeccable de la part des gars. Et pendant qu'ils étaient là, ce à quoi je ne m'attendais pas, ils ont aussi commencé à s'attaquer à la custode arrière, qui est maintenue par de nombreux rivets. Les gars doivent percer chaque rivet individuellement, comme dans cette scène que j'ai faite sur la Nissan GT-R. Mais contrairement à la GT-R, celle-ci est en aluminium. La partie arrière de la GT-R était en acier. Maintenant que les gars ont percé toutes les soudures par points de la custode arrière, ils peuvent commencer à la découper au burin, hors du châssis de la voiture, en veillant à ne rien endommager en dessous. Ils ont ensuite trouvé plus facile de meuler la custode arrière pour lui donner une forme plus petite, et une fois qu'ils l'auront fait, ils devraient pouvoir la dégager. Voilà. Et puis bien sûr, je vais faire le travail important d'après de première couche,
et aussi un peu de peinture noire. Mais il a fallu beaucoup de travail pour réparer le cadre arrière de cette Gallardo. Et il reste encore beaucoup à faire. Mais nous avons déjà fait de très bons progrès. Et je n'aurais jamais pu le faire sans ces gars de l'atelier d'usinage. Parfois, ça vaut vraiment la peine de faire appel à des professionnels, surtout pour quelque chose d'aussi rapide et d'aussi ridicule que ça. En plus du fait que je l'ai déjà craché une fois, mais maintenant nous avons presque un cadre droit, complet, où je peux commencer à réassembler. Et je suis légèrement inquiet. Maintenant que la majeure partie du cadre est terminée à l'arrière, je peux commencer à remettre le moteur en place. Mais vous savez bien que c'est un travail très difficile. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que la Gallardo devient un peu plus étroite à l'arrière. Donc essayer de faire entrer un moteur V10 de cette façon, et c'est ainsi que nous l'avons sorti, était très difficile et on va finir par défoncer tout le châssis. La bonne façon d'installer un moteur est de le faire passer par le haut. Donc, mon plan est d'attacher le moteur à la colonne, de le soulever dans la colonne et de l'abaisser dans la voiture. Mais pour cela, je dois faire rouler la Gallardo. Et pour la faire rouler, je dois mettre toutes les suspensions dessus et aussi les roues. Mais certaines choses ne sont pas encore arrivées. Donc nous allons travailler sur ce que nous avons et faire avancer les choses, du moins pour l'instant. Voici ce qu'il restait de la suspension arrière gauche. La quasi-totalité n'est pas réutilisable. Je vais donc retirer ce qui reste du câble, le bras inférieur et une partie de la jambe de force. Et j'ai trouvé sur eBay une suspension complète d'occasion pour l'arrière gauche. Il s'agit d'une configuration complète stockée et je vais en fait améliorer la suspension pour une configuration bien meilleure que celle-ci. Mais comme je l'ai dit, pour l'instant, je dois me concentrer sur la mise en mouvement de cette voiture. Une autre chose que nous allons faire, c'est nettoyer toute cette suspension et la peindre aussi. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, notre priorité est de faire avancer cette voiture. Le roulement de roue de cette configuration n'était pas très bon, alors je l'ai remplacé par mon ancien roulement, qui, je l'espère, sera bon. J'ai ensuite nettoyé le moyeu de la roue, prêt à remonter le disque, mais j'ai trouvé un petit problème. Nous en arrivons donc à la conclusion que ce disque de frein est définitivement tordu. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ça rentre, ça sort. On pensait que c'était peut-être le moyeu de la roue. Mais j'ai enlevé le disque et j'ai mesuré le moyeu de la roue et il était en bon état. Mais mon père vient de dire, si j'avais mon pied serré sur le frein et que l'étrier tenait et qu'il avait heurté l'arrière de la roue, ça aurait pu plier le disque et c'est évidemment un disque en acier. Mais ça me donne une raison de plus d'améliorer les freins. Mais pour l'instant, juste pour la faire rouler, nous allons le mettre tel quel. Mais au moins, on sait que je dois changer les disques de frein. Travail terminé pour la suspension arrière. Maintenant, c'est au tour des gars de l'atelier d'usinage. Ils ont mentionné que la partie avant du châssis allait être le plus grand défi. Et ils s'y attaquent avec le même concept que l'arrière, en fabriquant un gabarit en acier pour pouvoir le boulonner à la voiture donneuse, afin de savoir où tout va. Puis, une fois qu'ils sont satisfaits de ce gabarit, ils peuvent commencer à découper le châssis de la voiture donneuse, prêt à être monté sur ma Gallardo. Le découpage a commencé. Toutes les parties pliées de mon châssis sont maintenant en train d'être coupées. Les gars ont pris toutes les mesures de la voiture donneuse, et en utilisant ce gabarit, ils peuvent s'assurer que tout va s'aligner et être parfaitement droit. C'est ici qu'on a enlevé toutes les parties endommagées. On est remonté aussi loin que possible. Ceci va être maintenant greffé ici. Et comme vous pouvez le voir, nous nous sommes laissés un peu de marge. On peut donc le mettre en place lentement. Soudure complète sur le pourtour, plaque de renforcement sur le dessus, comme l'autre côté. Vous pouvez voir toutes ces plaques Lamborghini d'origine. Nous allons les reproduire également, exactement comme le fabricant l'a fait lorsqu'il l'a fabriqué. Alors oui, la prochaine étape, c'est de souder. Si les gars font une erreur ici, ne serait-ce que de quelques millimètres, cela pourrait signifier que la suspension ne s'alignera pas et que certains panneaux de la carrosserie de la voiture ne seront pas alignés. Mais encore une fois, le gabarit qu'ils ont fabriqué devrait empêcher que cela ne se produise. Vous pouvez voir maintenant qu'ils ont boulonné le gabarit sur ma Gallardo, et une fois que tout le châssis est aligné, ils peuvent commencer à le souder et vérifier la qualité des soudures. Les gars de l'atelier d'usinage offrent en fait un cours de soudure. Alors si vous voulez apprendre à souder, c'est eux qui vous l'apprendront. J'ai mis un lien vers tous leurs détails dans la boîte de description ci-dessous. Et je vais m'attaquer à la soudure un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, ils mettent en place toutes les plaques de renforcement, et avec un peu de chance, cela devrait suffire. Nous avons un châssis. Maintenant, je peux continuer la suspension. La suspension avant droite
a été construite avec les ressorts et les jambes de force d'origine que nous allons également améliorer. Et évidemment, nous améliorerons les freins. Mais tout ça, c'est pas un problème, c'est juste pour la faire rouler. Mais là, on se dit que la crémaillère de direction est par terre. Et si on met la suspension ensemble sans la crémaillère de direction, alors la roue avant sera ballante quand on essaiera de la pousser sur cette rampe. Nous pensons donc qu'il est préférable de nettoyer cette zone, installer la crémaillère de direction, afin de pouvoir installer la suspension et d'avoir au moins une certaine direction lorsque nous pousserons la voiture, qui sera pour la première fois en marche depuis l'accident. La crémaillère de direction et la suspension à avant devront être à nouveau démontées pour que je puisse peindre le châssis avant. Mais pour l'instant, je vais boulonner sans serrer la crémaillère de direction et la relier à la suspension du côté gauche. Et je l'espère au côté droit également, juste pour que je puisse faire avancer cette voiture. Maintenant, je vais voir si tout cela est bien aligné. Parce que si ce n'est pas le cas, je ne pourrai pas mettre en place cette suspension. Mais pour l'instant, c'est prometteur. Je vais mettre ces roues, mais je ne les garderai pas. Elles ont bien tenu, et les pneus sont encore gonflés. Premièrement, parce que je pense que c'est mauvais présage. Et deuxièmement, je veux changer complètement le look de cette voiture. Je pense opter pour une roue plus petite et un pneu plus épais, ce qui aidera probablement à la maniabilité et au confort de conduite. Alors peut-être que je vais donner ces roues. C'est à moi de décider. Ce sera un jour triste de voir ces roues partir, mais je veux que cette Gallardo soit complètement transformée une fois que j'en aurai fini avec elle. Elle va avoir une toute nouvelle vie maintenant. Les roues, la suspension, et nous allons aussi faire beaucoup de travail sur la carrosserie. Mais maintenant, elle est sur le point de toucher le sol pour la première fois depuis l'accident. C'est le grand moment. Maintenant, il s'agit de rouler pour la première fois depuis le crash. Elle a l'air tellement mieux comme ça. Elle a l'air dingue, n'est-ce pas? Elle a l'air géniale. Il n'y a pas grand-chose ici. La Gallardo est prête pour le moteur. Mais le moteur n'est pas tout à fait prêt pour la Gallardo. La raison pour laquelle nous avons dû démonter ce moteur n'était littéralement due qu'à cette bosse dans le collecteur, qui va restreindre le flux d'air vers les turbos. Et la raison pour laquelle nous avons dû l'enlever, c'est pour accéder au boulon du collecteur. Vous pouvez voir qu'ils sont juste en haut et à droite. Et je ne sais même pas comment on va atteindre ceux qui sont en dessous. Mais comme toujours, si on doit remplacer quelque chose, autant l'améliorer. Nous avons maintenant des collecteurs d'échappement 5 pour 1, ce qui va augmenter le débit d'air, améliorer le son et l'apparence de la voiture également. Ces collecteurs standards restrictifs doivent être retirés. Alors que mon père s'occupe d'un côté et moi de l'autre, il s'avère que nous n'avons eu besoin de défaire que les boulons supérieurs du collecteur. Puis, il se soulève en quelque sorte pour s'éloigner du moteur. Ouais. Tu sais ce que c'est un boulon, oui, Toby? Non, aucune idée. Oui. Avec les anciens collecteurs enlevés, je peux installer un nouveau joint de collecteur. Puis, je commence à monter les gros collecteurs 5 pour 1. Ces collecteurs ont maintenant des tubes de longueur égale, qui se rejoignent tous en un seul, ce qui devrait augmenter le flux d'air. Et cela va probablement changer le son de la voiture également. Les collecteurs d'échappement sont, nous espérons, dans la bonne position, mais on le saura quand on le mettra sur la voiture. C'est ici que les choses vont se gâter. Cela semble être la façon la plus logique de mettre ce moteur dans la Lamborghini. Nous avons fait la même chose sur la Murcielago, le hisser entre les deux poteaux, et ensuite pousser la Gallardo vers le moteur et la baisser dedans. Mais c'était très serré. Et le nouveau collecteur a rendu le moteur encore plus large. Ces barres empêchent le moteur d'entrer parce que le collecteur est beaucoup plus large. Nous espérons que si nous enlevons ces supports, nous pourrons les remettre en place une fois que le moteur sera installé. Et deuxièmement, ça nous aidera à installer le moteur. Je crois que Lamborghini a fait en sorte que ce support ne puisse pas être fixé au châssis pour cette raison précise. Sinon, le moteur serait trop serré dans le compartiment. J'espère que j'ai raison. On a réussi à sortir la jambe de force, mais on a fait appel à un professionnel. Je te dirai si je suis un professionnel dans une minute. Mettons-le en place! Avec la même technique, mon père et Matt repoussaient la Lamborghini vers le moteur dans l'espoir de le faire descendre dedans. Mais c'était extrêmement étroit. C'est vraiment proche, n'est-ce pas?
T'es plus aussi confiant maintenant. Je ne pense pas que Lamborghini aurait pu mettre un plus gros moteur à l'arrière de cette voiture. Un V10 semble juste suffisant. Mais après quelques manipulations, mon père et Matt ont réussi à introduire le moteur dans le compartiment. Tout est en train de se remettre en place maintenant. C'est en place. À ce stade, il est difficile de ne pas stresser. Parce que j'ai un aplomb et un filage tout en place. Et ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas sorti. J'ai pris des photos, mais il semble que j'ai pris des photos des parties dont je n'avais pas besoin pour le rassemblage. Alors, il faut mettre le câblage, le liquide de refroidissement, le carburant, l'huile aussi. Il faut remettre absolument tout. Et dans l'état actuel des choses, je ne sais toujours pas par où passent ces fils. Et si je les branche dans le mauvais sens et que je dois tout refaire, eh bien alors je vais être très contrarié. Alors je pense que je vais m'assurer que le moteur soit complètement boulonné. Je vais passer par toutes les conduites de liquide de refroidissement et le câblage en dernier. Même si j'ai fait le câblage en premier pour le démonter. Je sais plus, je vais juste essayer. Première étape. Remettre en place la petite barre d'appui que j'ai enlevée pour faire entrer le moteur. La prochaine, s'assurer que le moteur est bien fixé au châssis. Je suis en train de boulonner le support de la boîte de vitesse ici. Ensuite, je peux soulever la voiture, passer en dessous et commencer à relier les supports du moteur au bas du châssis. Il y a 2 boulons sur chacun d'eux. Et pendant que je suis là-dessous, je pourrais aussi bien attacher le gros câble qui se connecte au démarreur à partir de la batterie à l'avant de la voiture. Et puis, il y a toutes les conduites de liquide de refroidissement qui partent de l'arrière de la voiture jusqu'à l'avant où se trouvent les radiateurs. Et puis, les gars de l'atelier d'usinage reviennent pour des affaires inachevées. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à m'en sortir en faisant un travail très minime jusqu'à présent. Et je m'en sors encore parce que les gars de l'atelier d'usinage sont de retour. Maintenant que nous avons installé le moteur, nous allons commencer à poser la custode arrière. J'ai une custode d'occasion, 1200 livres sterling. Mais ça, c'est en fait l'endroit où Lamborghini l'a joint à l'usine. Donc, elle a été découpée ici. Vous l'auriez vu, que ce soit coupé. Maintenant, nous essayons de faire monter celle-ci. Donc, nous nettoyons tout. Et ensuite, nous devons l'aligner et nous assurer que tout est bon. Ah oui, il y a la jointure là. Et puis, nous allons la joindre à l'intérieur de la voiture et la remplir entièrement, en s'assurant de ne pas voir les jointures. Tout d'abord, nous allons fabriquer une plaque qui sera placée sous le joint. Cela rend la jonction un peu plus solide et donne aussi quelque chose sur lequel les gars peuvent souder. Nous allons ensuite utiliser le panel bond à tous les endroits où le panneau n'est pas soudé à la voiture, en essayant d'être aussi soigné que possible. Nous revenons ensuite à ce petit morceau de métal qui va se trouver sous la jonction et qui va maintenant être soudé à la jupe latérale. Juste comme ça. Il est maintenant temps de passer au panneau du quart d'occasion. Nous devons être sûrs à 100% que tout s'aligne avant de faire la première soudure. Nous serrons le tout avec une pince à taupe et ensuite nous allons vérifier 2 et 3 fois partout. Nous allons ensuite boulonner le loquet de la porte, ce qui permettra de le fixer à la voiture. Nous devons nous assurer que tout est parfait avant de faire une seule soudure. Parce que si on fait une soudure, on est engagé. On est complètement engagé. De quoi ça a l'air ? Ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air bien. Monte un tout petit peu. Ouais, je pense que... Oh, ouais, ça a l'air d'être à fleur, n'est-ce pas ? Satisfait de l'emplacement de la custode, Bob peut commencer à la souder à la voiture. Encore une fois, il s'agit de soudure TIG, ce qui demande beaucoup plus de compétences que la soudure MIG que je faisais auparavant, car la soudure MIG n'est pas possible sur un panneau d'aluminium. Une fois que les gars ont fait la soudure, ils peuvent la passer en revue, aplanir les soudures et masquer ses joints, tout comme le résultat d'origine. Et pour masquer les joints des panneaux, il faut un peu de mastic de carrosserie pour lisser le tout. Tout d'abord, nous l'appliquons en bas, à l'endroit où nous l'avons joint à l'intérieur de la porte fermée, puis nous l'appliquons partout où il y a une jointure ou une soudure. Ensuite, il suffit d'aplanir le tout. Et pendant que les gars faisaient ça, j'ai même eu l'occasion de souder moi-même. J'ai essayé de réparer un support cassé sur le refroidisseur de charge, ce qui a prouvé à quel point la soudure est difficile. Vous devez être patient. Ça n'avait pas l'air génial. Mais j'ai réussi. Nous y voilà. L'entièreté du cadre est maintenant terminée. C'est maintenant à nous de boulonner le tout et de faire fonctionner ce véhicule.
Commençons par assembler le tout. Qu'est-ce qu'on fait, Tony? Télé, télé, télé. Je chante. Tu chantes quoi? Je sais pas. Qui était à la radio il y a une minute. Pas à la radio. Comment on appelle ça, là? Spotify? Quoi, Non, la boîte à musique. La boîte à musique? Ouais, la boîte à musique sur laquelle Matt envoie sa musique, Le haut-parleur? c'est tout ce que c'est, le haut-parleur. Un haut-parleur Bluetooth. Ouais, bon, l'un d'entre eux alors. Pendant que j'envoyais de la musique sur mon haut-parleur, mon père enlevait le siège du conducteur. Ensuite, je suis dans le compartiment moteur en train de faire passer tous les câbles du moteur dans l'habitacle de la voiture. Et il y a beaucoup de câbles sur cette voiture. N'oubliez pas qu'il y a des calculateurs de rechange pour les turbos. Faut faire attention, ces sièges coûtent super cher. Alors, tous ces éléments ont des relais branchés dessus. Et ils font tous des choses différentes. Moteur de démarrage, pompe à carburant, pompe à air, relais de carburant. Il ne reste plus qu'à trouver où est-ce qu'ils vont tous. Et la clé, c'est le téléphone de mon père en ce moment. Les voilà, les voilà, les voilà. Oh, hey! Heureusement, mon père avait pris des photos de l'emplacement de tous ces relais. Il suffit donc de copier cette photo maintenant. Le numéro 1 est connecté. Je pense que c'est la clé pour la plupart des choses quand on démonte une voiture. Si vous vous assurez de prendre autant de photos que possible, vous vous remercierez plus tard. Parce que ça nous a vraiment aidé pour ce câblage. Je suis en train de brancher les derniers éléments, c'est-à-dire le tableau des fusibles et les relais, qui sont tous branchés et prêts à être installés à l'intérieur de la voiture. Je commence maintenant à travailler sur le compartiment moteur. La première chose que je mets en place est le vase d'expansion pour le liquide de refroidissement. Je connecte les tuyaux qui y vont, qui sont en dessous, et d'autres sur le dessus. Et une fois les tuyaux branchés, je peux faire glisser le vase d'expansion en place et boulonner le tout. Et pendant que je fais ça, mon père a déjà branché la conduite d'essence. L'huile, les gars! Voici le réservoir d'huile. Et il contient toute l'huile pour le moteur. Plutôt que le moteur qui contient l'huile. Nous pensons qu'il va, si on s'en souvient bien, quelque part par là. Je pense que le bouclier thermique se trouve en dessous. Oh! T'as tout déchiré, mec. Ouais! Ça, c'est une entretoise de jambe de force qui renforce la jambe de force. Et nous la remplaçons parce que, regardez, la mienne est cassée. Celle-ci n'est pas cassée. Mais elle ne pèse absolument rien. C'est en fait ce qu'on appelle une entretoise en H. Tu sais pourquoi ? On nous a escroqués. Faut le renvoyer. Je l'ai acheté sur eBay. Il coûtait 96 livres. Est-ce qu'il est annoncé comme étant endommagé ? Non. 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 Oui. Ouais. La deuxième fois, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à récupérer une autre entretoise en H. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur la construction du reste du compartiment moteur. Comme vous le savez, cette Gallardo a été complètement démontée et remontée. Et si je la vendais et que quelqu'un découvrait tout cela, il serait peut-être un peu choqué. Mais malheureusement, il existe une petite chose appelée quart vertical qui pourrait empêcher que cela n'arrive à l'un d'entre vous. Si vous mettez un numéro VIN ou une plaque d'immatriculation dans quart vertical, vous obtiendrez l'historique complet de cette voiture, vous montrant si elle a été impliquée dans des accidents, si la voiture a déjà été exportée, si elle a déjà fait l'objet d'une fraude au kilométrage, si elle a déjà été volée, ou s'il y a un financement en cours. Et si la voiture a déjà eu un accident, vous pourrez même parfois voir des photos de la voiture lorsqu'elle a été vendue aux enchères sur le site de vente aux enchères de voitures accidentées. Et en plus, ça vous montrera même la chronologie complète de la voiture. Chaque fois qu'il y a eu un contrôle technique, chaque fois qu'il y a eu un changement de propriétaire, ou chaque fois qu'il y a eu une immatriculation personnelle. C'est un équipement vraiment pratique. Vous devez tous vous en assurer avant de faire votre prochain achat.
Alors, pour vérifier votre voiture, celle d'un ami ou une voiture que vous êtes potentiellement sur le point d'acheter, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et utilisez le code MAT pour obtenir une belle réduction de 20%. Très bien. Wouh, ok. La plaque d'occasion est en place. Il y a une pompe à eau en dessous. Ce n'est vraiment qu'une petite pompe à eau. Maintenant, l'idée de la pompe à eau est de pomper l'eau vers les radiateurs à l'avant de la voiture, ou l'unique radiateur à l'avant de la voiture. Donc vous avez une alimentation qui va vers elle, et aussi un retour qui va vers elle. Nous voulons que l'eau chaude qui sort des refroidisseurs de charge, refroidissant l'air, aille dans le moteur pour sortir des refroidisseurs de charge dans la pompe à eau et ensuite dans le haut du radiateur. Puis l'eau froide sort par le bas du radiateur, remonte et entre dans les refroidisseurs de charge, qui resteront bien frais pour refroidir l'air entrant. Le problème que nous allons rencontrer est ici. Nous avons un tuyau et deux tuyaux. Deux tuyaux ici. Maintenant, l'un de ces tuyaux va transporter de l'eau chaude, l'autre va transporter de l'eau froide. Celui qui va transporter l'eau chaude, nous voulons qu'il se connecte au radiateur supérieur à l'avant de la voiture. La seule façon de l'identifier, parce que bien évidemment les deux tuyaux sont exactement de la même couleur, c'est d'y verser de l'eau. Nous saurons alors lequel connecté à celui-là. Merci. J'ai ouvert celui-ci. On devine ? Faites vos jeux, lequel tu penses que ce sera? Oh non, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est en train de sortir. Ouais, Ouais. super. De plus, ce radiateur était défectueux et nous l'avons fait réparer. Et nous l'avons recouvert d'un revêtement. Pour combien ? Trop cher. Plus de 400 livres. Tu plaisantes ? Plus de 400 livres ? Ouais. Juste pour reconstruire ça. Je me suis fait arnaquer ? Maintenant que nous savons où vont les tuyaux, je peux commencer à les raccorder à la pompe à eau. Je connecte le tuyau chaud qui est relié au bout de la pompe à eau et qui pousse, et le tuyau froid qui se connectera aux tuyaux qui vont dans les refroidisseurs de charge. Ensuite, j'installe ce réservoir après-vente qui contient le liquide de refroidissement pour tous les refroidisseurs de charge. Il y a un tas de câbles qui se connectent à l'arrière de ce réservoir et qui sont bien cachés. Et ensuite, je pourrai le relier à l'étrier en H. Tout cela a été construit sur mesure pour cette voiture. Et quand tout est boulonné, on dirait presque que ça a été fait pour elle. Le dernier tuyau est entré est celui-ci qui relie le réservoir à la pompe à eau. Ensuite, je peux commencer à mettre en place les refroidisseurs de charge. Ce sont eux que l'air traverse avant d'entrer dans le moteur. Vous pouvez voir à l'intérieur toutes les ailettes comme un radiateur. Cela va garder l'air bien frais avant qu'il n'entre dans le moteur. Parce qu'évidemment, plus l'air est frais, plus il est performant et plus nous aurons de puissance. Je dois maintenant raccorder les tuyaux au refroidisseur de charge et je pourrai ensuite installer l'autre refroidisseur. Nous en avons deux parce que le moteur est un biturbo. Et avec ça, le travail est fait. Oh, on veut juste démarrer ce truc pour pouvoir le faire fonctionner sans le liquide de refroidissement pour l'instant, parce que nous n'allons pas le faire fonctionner à température élevée pour que nous puissions refroidir l'air chargé. Donc, nous devrions pouvoir le faire fonctionner sans cela. Mais tout est branché et connecté. Notre prochaine étape consisterait à connecter les turbos à l'échappement. Et nous savons tous comment fonctionnent les turbos. Ils utilisent les gaz d'échappement pour faire tourner les turbos, pour ensuite forcer l'air chargé et refroidi dans les refroidisseurs de charge et dans le moteur. Donc il faut que ce soit connecté d'ici à là. Et nous allons découvrir maintenant si ces connecteurs 5 à 1 que nous avons montés sont dans la bonne position. Parce que si ce n'est pas le cas, nous allons avoir un problème. Parce que tout ne va pas s'aligner. Et puis il faut encore qu'on connecte tout ça. On passe au turbo. Des voitures modifiées, qui disait. Ce sera amusant, qui disait. Avant de mettre les turbos, je dois monter la barre anti-roulis. Sinon, nous devrons la coincer entre les turbos et le châssis de la voiture. Une fois la barre anti-roulis serrée au châssis, c'est maintenant au tour des turbos. Et les échappements ont subi quelques dommages. Mais Anna pense qu'elle peut les réparer. Mais pourquoi ça bouge pas? Tu dois taper plus fort. Ça ne bouge pas, mais tu peux bien voir que c'est rond maintenant. C'est parfait. C'est parfait, ouais. Ouais. Je vais refaire le revêtement de tout ça et nettoyer le tout. On veut juste que ça démarre. Je vais avoir besoin d'un nouveau pot d'échappement, c'est sûr. Mais je vais en prendre un qui convienne au nouveau look de la Gallardo.
Mais comme je l'ai dit, l'essentiel est de la faire démarrer, car elle n'a jamais été démarrée depuis l'accident. Et maintenant, je connecte le turbo à l'échappement. Puis en haut, je connecte l'alimentation du turbo. Et mon père va faire l'autre côté. Tout le monde va commenter maintenant et dire « Regarde, je t'ai aidé à faire ce côté, mais tu m'as pas aidé à faire ce côté. Avec 3 livres par mois, tu peux sauver ça. » On dirait que les nouveaux collecteurs ont été un succès, parce que les turbos s'adaptent bien contre eux. Nous sommes presque prêts maintenant. Retour de l'huile. On m'a envoyé l'huile. Maintenant, nous devons la recevoir. Mais celui-ci est un nouveau, car l'autre a été mis hors service depuis l'accident. Je sais pas si c'est correct. Non, on fait des allers-retours d'huile. On a envoyé l'huile et maintenant, on la reçoit. Comme je l'ai dit, j'ai dû remplacer l'une de ces conduites à huile. L'une d'entre elles a été fendue suite à l'accident, ce qui, je l'espère, n'a pas endommagé le turbo. Ces conduites se fixent au turbo, puis passent sous la voiture et se connectent à une jonction en dessous. Et cette jonction va jusqu'au bas du moteur, alimentant toute l'huile qui circule dans les turbos jusqu'au bas du moteur. Vous pouvez le voir ici. Et le prochain ingrédient à ajouter est l'huile. Bien sûr, nous ajoutons de la valvoline. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de fuite. Ça se présente bien. La prochaine chose que nous devons commencer, c'est l'électricité, le fléau. Le fléau de tout ce qui se trouve sur une voiture. On a besoin d'électricité. Par ici, à l'avant. On se voit là-bas. Nous voici à l'avant de la voiture. Alors, ce dont nous avons besoin ici, nous espérons, premièrement, que nous n'avons pas besoin de frein pour la faire démarrer. Parce que nous n'avons pas de maître-cylindre. Il va y avoir tellement de voyance sur le tableau de bord, mais on veut juste l'entendre démarrer. Tu vois, sur les batteries, est-ce que quelqu'un savait ça? Sur les piles, il y a des bandes positives et négatives de tailles différentes. Il a raison, vous savez. Cela devrait être la dernière chose à connecter avant de faire démarrer cette Gallardo. J'ai hâte de l'entendre fonctionner à nouveau. J'espère juste qu'elle va démarrer. La pompe à essence s'amorce pas. Mais je pense que tu devrais probablement le faire tourner. Et l'éteindre. Ouais, pour que l'huile puisse circuler. Ah ouais, c'est la pompe à eau qui fonctionne. Mais il n'y a pas d'eau dedans, c'est pour ça que c'est bruyant. Il n'y a pas de direction, pas de frein. Alors je sais pas si on pourra la démarrer. Il faut qu'on essaye. C'est un grand moment. Prêt? Il va démarrer. Oh, ça va être tellement fort. On a des voyants sur le tableau de bord. Oh. Batterie à plat. On aurait dit que la batterie était à plat. On a donc branché le bloc de démarrage sur la batterie. On essaye. Mais ça ne marchait toujours pas. Ouais, c'est connecté. Mais ça dit que le fusible pyro s'est pas déclenché. Ah oui, le fusible pyro ne se déclenchera pas si on réussit à la faire démarrer. Il se peut aussi que nous ayons des tas d'autres terres éteintes autour de la voiture. Nous avons mis un autre bloc de démarrage pour nous assurer qu'il ne s'agissait pas d'un bloc défectueux. Alerte, c'est allumé? Non? Tu as connecté la terre? Ouais, mais toujours rien. Remettons la voiture sur la rampe pour l'inspecter. Donc nous perdons une sorte de connexion entre la batterie et le démarreur. C'est le gros câble ici qui se connecte vers le bas et il y a une boîte de jonction ici. Tout est bien serré. Donc ça c'est bon. Le câble de terre va du démarreur jusqu'à la carrosserie. Donc nous avons le positif et nous avons le négatif. Où, pourquoi et comment n'avons-nous pas assez de courant pour la démarrer? Et vient le multimètre. Nous avons 12 volts à l'avant, 12,65. 12,65. Nous devrions avoir 12,65 à l'arrière. 12,62, c'est très bien. Vérifie le moteur de démarrage. Montre-le à la caméra. Nous vérifions que nous ne perdons pas de tension à l'avant de la voiture vers l'arrière. 12,62, très bien. Et ce n'était pas le cas. Nous avions à peu près la même tension à chaque endroit.
Nous avons du courant à l'avant, nous avons du courant à l'arrière, du courant pour le démarreur, mais ça démarre pas. 2 raisons. Le moteur du démarreur pourrait être défectueux, mais il tourne, on l'entend tourner. L'autre raison, le moteur est grippé. Ce que nous espérons être le cas. Et il essaye de faire tourner un moteur grippé. Mais pourquoi serait-il grippé? À moins qu'il y ait un fusible pyro qui s'est déclenché. Ouais, mais ça empêcherait le courant d'aller au démarreur. C'est sûrement ce que ça fait, ça coupe simplement le courant. Ouais. S'il y a 12,6 volts ici et 12,6 volts là... Mais quand le fusible pyro s'éteint et que tu tournes la clé, ça fait... Et c'est ce qu'on entend. Mais il le fait qu'une fois. Le fusible pyrotechnique n'aime pas sauter parce que tu as 12 volts sur ce fil. C'est ce que je disais, mais ce n'est pas... À moins qu'il fonctionne d'une autre manière, qu'il soit à moitié parti. Nous avons décidé d'envoyer le courant directement au démarreur pour voir si le moteur allait tourner. Et cela écarterait la théorie selon laquelle le moteur est grippé. Et ça a fonctionné. C'est une bonne nouvelle. Donc ça démarre. Je pense qu'il y a une mauvaise connexion quelque part. Quand le courant est mis en charge, il peut perdre la connexion. Je déteste les fils de terre. Devinez quoi? C'est encore l'électricité. Nous allions réessayer en espérant que ça marche cette fois, après l'avoir fait tourner avec le courant directement sur le démarreur. Et finalement, il a tourné. Mais pas de démarrage. C'est le carburant. Ou la bougie. T'as mis du carburant, n'est-ce pas? Ouais. Alors, la prochaine étape est... Est-ce qu'on devrait essayer un peu de WD ou quelque chose comme ça pour voir s'il y a du feu? Non, il devrait juste démarrer. C'est ce qu'il devrait faire. À moins que je n'ai branché la banque 1 et la banque 2 dans le mauvais sens. Et ça pourrait être possible. Le moteur ne voulait pas démarrer. Nous pensions que c'était le courant qui était en cause. Nous avons décidé de brancher 2 blocs de démarrage sur la batterie pour voir si cela pouvait aider. Prêt? Ouais! Et ça a marché. Ouais! À la première! Ouais! La Gallardo roule pour la première fois depuis l'accident. Ouais! Ouais! Regarde les turbos! Ah, il tourne rapidement! Ouais! Ça fonctionne bien? Ouais! Il fonctionne pour la première fois depuis mon accident. Bon, bah c'était bien. Il n'y avait pas assez de batterie, c'est ça? Eh bien, devinez quoi? C'est notre vieille amie, l'électricité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. C'est la direction. Oui, la pompe de direction assistée s'est mise en route et on n'est pas connecté à la direction assistée. C'est bon. C'est juste une petite fuite. Ouais, on n'a pas besoin de direction. Regarde où j'en suis, moi. You're like a drug that I just can't deny, giving me the best high.